Brassier, c'est le patron, c'est assez impressionnant. On compare le Brassier d'il y a 4 ans et d'aujourd'hui, ça n'a rien à voir. Maintenant, c'est un patron qui sait ce qu'il fait, qui sait comment gérer, qui gère ses émotions. Elle est extraordinaire cette vidéo, les amis. On devait avoir Brest on the air avec nous. Pour ceux qui nous découvrent, c'était notre première vidéo, Naïm et moi, sur cette chaîne-là. C'était sur le Mercato de l'Olympique de Marseille. On venait de recruter Lilian Brassier et c'était le média Brest on the air qui nous parlait de Brassier. Bon, il a dit beaucoup de bonnes choses quand même. Qui se sont vraiment. On lui met un petit tacle là, mais honnêtement, parce qu'il l'avait très très bien ciblé. Et bon, il pensait qu'il serait meilleur, bien sûr, que ce qu'il a été, mais il avait déjà dit que dans la relance, potentiellement, ça pouvait être compliqué. Il nous avait dit que niveau vitesse, c'était pas non plus le plus rapide. Donc honnêtement, il nous avait dit vraiment beaucoup de bonnes choses, mais bon, on voulait lui faire une petite dédicace quand même parce que il nous a coûté quelques points, l'ami Brassier. Elle est magnifique, c'est la dédicace. Naïm, on était en train de. À chaque fois, je sais que vous kiffez, les amis, les intros et les outros, parce qu'il y a quand même du très, très, très lourd. Je me pose la question, Naïm, est-ce qu'on ne met pas les outros au milieu, comme ça? Quand je vois qu'on a beaucoup de vues, et on a beaucoup moins de likes que de vues, et ça ne référence pas assez la vidéo. Et on voit dans vos commentaires, vous dites, c'est pas normal que vous n'ayez pas autant de vues que des grosses chaînes. Et les gars, on a besoin que vous likez, vous partagez. Et comme ça, après derrière, la vidéo elle sera largement vue et on pourra traquer pas mal de supporters adverses, notamment avec ces vidéos qui sont extraordinaires. Bon, pour revenir au match, on a tourné cette vidéo un peu tardivement, Naïm, parce que la conf de presse, parce que cette semaine charnière côté marseillaise, et surtout, bon, tu as fait des prévisions. Je veux que tu dises à tous nos auditeurs quelles étaient tes prévisions, parce que j'espère que tu es en train de taper dans le mille. Ben écoute, on verra, mais au moment où Lyon se menait 4-2 contre Manchester, je sentais que c'était c'est pas possible. Il n'y a rien qui va, c'est l'année galère. Et en fait, cette bascule, après cette bascule, je t'ai dit, c'est le moment charnière qui va faire basculer toute la saison. Et on ira en Ligue des Champions et Paris se fera éliminer en demi-finale de Coupe d'Europe. Et bien derrière ça, Lyon a perdu contre Saint-Etienne. Et donc, ça nous a bien arrangé pour la suite de la saison. Donc, écoute, espérons qu'elle soit. Qu'elle va se confirmer. Hier, Paris a perdu son invincibilité. C'est toujours bon à prendre pour nous. Hein. Ah, même si c'est pas bon, ça. C'est pas bon. Nice qui bat Paris au parc. Je te souviens, hein, il y a peu de temps, je te disais, quand Nice va jouer Paris, si Paris qualifie en Ligue des Champions, Paris va fausser la fin du championnat. Tu vois, c'est sûr. Paris-Strasbourg aussi. C'est sûr, mais bon, voilà, à l'heure actuelle, on est devant ces équipes-là et je crois Nice est encore capable de perdre des points contre d'autres équipes. Et en tout cas, ce qui est sûr, c'est que maintenant, c'est à nous de gagner et ça commence par dimanche, par un match qui ne va pas être facile du tout. Mais tu vois, en parlant du match de dimanche, si on essaie de dupliquer ce qui s'est passé entre Paris et Nice, on peut imaginer ce qui peut se passer aussi dimanche pour nous, c'est-à-dire une équipe finalement qui vient au Vélodrome sans complexe, qui n'a plus rien à jouer cette saison, qui a fait une saison extraordinaire. Faut dire que Brest a réalisé une saison incroyable au vu du potentiel, au vu de l'effectif. Ce qu'ils ont fait en Ligue des Champions, c'est du jamais vu pour un aussi petit club. Ils étaient proches de finir en Coupe d'Europe, hein, pas en première participation en Coupe d'Europe. Franchement, Eric Roy, il a réalisé des prouesses avec son directeur sportif. Ils ont fait un gros mercato. Il faut se rappeler que quand on gagne 5-1, il y a quasiment, je ne vais pas dire plus aucun joueur, mais peu de joueurs du match aller qui seront là au match retour côté Brestois. Alors ma question maintenant, Naïm, c'est qu'est-ce qu'on va avoir face à nous? Ouais, c'est vrai qu'il y a un parallèle avec Paris, mais la différence, c'est que Paris, c'est la grosse équipe. Donc, il y a la décontraction logique dans ce match-là, alors que nous, c'est l'inverse. Donc, Brest pourra, à mon avis, garder cette motivation, même pour un match où ils ont plus rien à jouer. C'est une équipe, Brest, qui, en théorie, s'articule dans un 4-3-3, mais tu vas voir qu'en phase défensive, ils sont plutôt en 4-4-2, c'est-à-dire que les deux ailiers, qui sont Sima et Pereira Lage, vont rentrer dans le milieu pour resserrer les lignes. Et c'est Camara qui va sortir du milieu, lui, pour se mettre au niveau d'Ayork. Et c'est même Camara qui, le plus souvent, déclenche le pressing. C'est ce que tu peux bien voir là sur cette action-là. Et donc, en fait, ça leur permet d'avoir quand même une ligne plus solide au milieu du terrain. Tu vois je ne dirais pas que c'est un bloc bas non plus, mais là, j'ai pris l'exemple de Monaco parce que plutôt que le match contre Lens, parce que je pense que ça ressemblera plus à ce qu'ils vont faire contre nous. Ils sont pas dans leurs 20 mètres à la Lens ou Reims, mais bon, c'est quand même, ils se regroupent quand même en restant assez compacts. La différence avec ces équipes-là, c'est que eux, ils vont quand même sortir et jouer les contre à fond, donc potentiellement pour pouvoir laisser de l'espace. Et aussi le fait que Camara sort du milieu du terrain, comme je te l'ai dit sur ce genre d'action,
et ben des fois, ça libère des passes intérieures. Et ils ont été souvent en danger comme ça parce que tu vois que sur cette passe-là, derrière, en deux pieds, il y a une position de centre parce qu'il y a beaucoup d'espace dans le dos. Tu sais que sur notre partenaire Bowler, les 3 meilleurs joueurs cette saison côté brestois, on a Ludovic Ayor, bien évidemment, qui réalise encore une grosse saison. On a Madi Camara, le Marseillais, qui fait aussi une très grosse saison, et Kenny Lala. Ce sont les 3 joueurs les plus performants du stade brestois. Naïm, ce milieu, en plus, on peut parler du milieu de terrain à 3 qui est proche d'être milieu de terrain marseillais. Entre Madi Camara, Hugo Magnetti et Pierre Lesmelou. Pierre Lesmelou qui nous a souvent fait mal face à l'Olympique de Marseille. C'est un joueur, un ancien joueur. Il me fait penser un peu à du Ferré. Je ne sais pas si tu te souviens de Ferré à Rennes. Tu vois, ce type de profil-là, très technique. En plus hargneux, quand même, c'est un milieu qui est très hargneux. Hein. Les 3 que tu as cités, c'est des gros récupérateurs. C'est surtout une très bonne équipe de foot qui est capable de faire des actions extraordinaires. Et tu verras aussi qu'au niveau du pressing, c'est un peu comme ce que je t'avais dit avec Toulouse. Tu vois, c'est faussement positionné haut. Il va y avoir un début de pressing, mais ils vont très rapidement se remettre en bloc assez bas. Et c'est vrai que tu as raison de parler du milieu parce que c'est une des vraies clés. Hein, vraiment, l'impact qu'ils sont capables de mettre au milieu du terrain, ces 3-là. Et en plus, comme je t'ai dit, c'est vraiment des bons joueurs de ballon. Et je recommande vraiment aux gens qui n'ont jamais vu jouer Brest de regarder les buts qu'ils ont marqués. Le premier but qu'ils ont marqué contre Lyon à domicile, ou là, ne serait-ce que ce week-end, le but qu'ils ont marqué contre Lens, c'est des très très belles actions, très bien construites. Ouais, il y a quelques absents côté brestois. Après, on va parler de l'Olympique de Marseille, mais côté brestois, il y a 2 absents majeurs. Donc, c'est Bizot qui fait aussi partie des très très bons gardiens de Ligue 1 cette saison. Et c'est Ndiaye aussi derrière, le défenseur central qui pallie un petit peu l'absence de Brassier. Notre ami de Brest-en-Hier qui n'a pas pu être avec nous donnait un petit peu le topo. Pour lui, ils allaient jouer le coup à fond, Brest. Eric Roy a envie de bien finir la saison, même s'ils sont un peu en roue libre après la défaite face à Lens. Et voilà, au 4-3-3, comme tu dis, qui peut se transformer en 4-4-2. C'est une équipe qui peut sans problème venir nous embêter parce qu'elle a embêté quasiment toutes les grosses équipes cette saison. Ouais, même si les résultats n'ont pas toujours été à la fin de la rencontre, dans le contenu, ils ont souvent été très bons. Et quand tu regardes leur défaite contre les gros, elles sont souvent de peu. Ils ont perdu 2-1 contre Lyon, 3-2 contre Monaco. Je crois que contre Lille aussi, c'était serré. Ils ont battu Lyon, ils ont battu Monaco. Même les matchs contre Paris en championnat, même le match où ils finissent à 4-2 ou 5-2, ils les ont longtemps embêtés. C'est une très bonne équipe. Vraiment, c'est une bonne équipe. Ça, dans l'esprit, ça peut ressembler un peu à ce qu'avait fait Toulouse contre nous. C'est-à-dire pas regroupés non plus dans leur surface, mais un bloc assez médian et des contre-attaques qui peuvent être rapides. Ils ont un peu moins de vitesse devant. Il y a Sima qui va très vite, qui ressemble un peu à Babika, mais qui est de l'autre côté, du côté de Murillo, donc ce qui nous gênera un peu moins. Et Ayor qui est un joueur plutôt lent, mais qui joue avec d'autres qualités. Donc, une équipe qui nous convient en théorie un peu mieux que les équipes à la Reims qui vont être à 10 derrière pour jouer les contres avec beaucoup de vitesse devant. Mais attention, parce que vraiment, ils sont capables de faire de très, très belles actions et ils ont un milieu qui est très agressif et qui récupère beaucoup de ballons. Ouais. Face à un milieu très, très agressif, Naïm, on s'est amusé à vous présenter un peu la compo côté Olympique de Marseille, Naïm. On est tous convaincus que même si Balerdi, on a mis la compo avec un retour de Balerdi, on a entendu en conf de presse le coach dire il n'a pas fait l'ensemble des entraînements, mais Naïm, quand il reste plus que 4 journées, il ne veut pas le dire, le coach probablement, mais tu n'as pas le choix. C'est-à-dire que si le joueur dit je suis apte, tu le fais jouer. En théorie, et le problème, le seul truc qui doit le gêner dans sa tête, c'est que la semaine prochaine, c'est Lille. Et que la réalité, c'est que c'est moins intéressant de battre Brest et de perdre à Lille que faire 2 matchs nuls sur les 2 matchs qui arrivent. Ouais, mais pourtant tu prendrais un point de plus. Je suis d'accord avec toi. Mais il y a Ludovic Ayor devant. Alors, est-ce que tu mettrais un Cornelius? Parce que finalement, tu vois, c'est vraiment un gabarit dos à la cage très, très puissant, très, très solide. C'est probablement le plus solide en Ligue 1 cette saison à York. Je pense, en tout cas, ce qui est sûr, c'est que c'est... Si il a le moindre doute, il mettra pas Balerdi pour la raison que tu viens de donner. C'est-à-dire que Kondogbia, qui à mon avis a un temps d'avance sur Cornelius, l'esprit du coach, il est plus apte à prendre un York qu'un joueur de profondeur. Donc l'absence de Balerdi se fera un poil moins ressentir sur un match comme ça. Mais c'est les 2 interrogations, c'est Balerdi et l'autre c'est au milieu du terrain avec Ismaël Benasser. Alors, on a mis Benasser, Naïm, parce que moi, j'ai bien aimé ces dernières rentrées en jeu. J'ai trouvé avec pas mal de peps dans les jambes.
Peut-être qu'il digère un petit peu l'ensemble de ses blessures sur cette saison. Et surtout, je trouve que Valentin Rongier est moins bien ces dernières semaines. Même quand l'équipe va bien, je le trouve beaucoup moins percutant. Je le trouve parfois perdre des ballons assez dangereux et prendre des cartons aussi. Ouais, particulièrement sur le dernier match. Même à Monaco, j'avais trouvé qu'il avait fait une bonne première mi-temps, Rongier. Sur le dernier match, j'ai trouvé qu'il était un peu moins bien. Et tu as raison, je trouve que les 2 dernières entrées de Bennacer sont très bonnes. Et surtout, on sent beaucoup de vivacité, beaucoup plus de jus qu'au tout début. Donc, c'est une vraie question. De toute façon, c'est les 2 choses où le coach a laissé planer le doute pendant la conférence. C'est le retour de Balerdi et la titularisation de Bennacer. Pour le reste, je ne pense pas qu'il y ait beaucoup de surprises, même s'il a dit que Rowe lui commence à lui mettre un peu le doute aussi. Mais c'est une équipe qui est pas mal et vraiment là, c'est fou, mais comme quoi une saison est longue et tout peut arriver. On voit que Garcia, il apporte énormément, vraiment. Limite, il change presque l'équipe. Et limite, Naïm, on se dit, punaise, pourquoi il a attendu la fin de saison pour finalement lancer Garcia sur ce poste-là? On l'avait quasiment oublié, Naïm Garcia. Je veux dire, il est totalement sorti de radar. Depuis le mois de décembre, il a quasiment pas joué. Ouais, mais ça marchait plutôt bien pendant un temps, donc il n'avait pas de raison dans un premier temps de changer. Et effectivement, on peut peut-être se poser la question, mais ce qui est marrant, c'est que la fois où toi et moi, on en a discuté, où on s'est dit pourquoi on ne testerait pas Garcia, c'est juste après Toulouse et donc juste avant Monaco. Donc en fait, le coach a eu finalement la même réaction que nous, et c'est vrai que nous non plus, avant, on ne pensait pas à cette possibilité de mettre Garcia à ce poste-là. Le premier message qu'on s'est envoyé, toi et moi, à ce niveau-là, c'est juste après Toulouse. Et le match d'après, finalement, ouais, parce que Toulouse, je pense que c'était beaucoup trop pour De Zerbi de voir vraiment l'écart de vitesse pour un défenseur. Il faut comprendre à l'Olympique de Marseille que quand on joue au Vélodrome, il y a énormément d'espace. Et le plus important, mine de rien, pour un défenseur qui doit couvrir 40 mètres, c'est qu'il ait un minimum de pointe de vitesse. Et Kondogbia, il est ni bon au démarrage, ni bon sur la course longue. Pareil pour Cornelius, tu peux pas te permettre au Vélodrome quand ça se projette et quand tu viens de rater une opportunité ou une action, de se dire à chaque fois que je rate une occasion, je peux prendre un but. Ouais, il y a ce côté-là. Garcia va un peu plus vite, je le répète souvent, c'est pas un sprinter non plus, Garcia, non, mais il va quand même plus vite qu'eux, largement. Mais surtout, il apporte un parallélisme avec Murillo, parce qu'en fait, il a les mêmes qualités. Enfin, il a les mêmes qualités. Murillo va beaucoup plus vite, mais il a la même envie d'aller apporter le surnombre quand il se retrouve dans cette position-là. Et ça, c'est très, très intéressant. On a souvent, nous, pendant l'année, rappelé le déséquilibre côté droit, côté gauche, ou en ciblant Merlin. Alors, peut-être qu'on va trouver que je m'attarde un peu sur Merlin. Mais je suis acharné quand même sur Merlin, moi, je trouve. Un peu, mais c'était aussi du fait, justement, qu'il n'avait pas ce jour-là derrière lui. Donc, on voyait encore plus ses limites, puisque lui, il était en 1 contre 1, vraiment, il fallait qu'il fasse ses différences. Et on voit qu'avec Garcia, le but de Rowe montre que Merlin est plus à l'aise parce qu'il a un joueur qui dédouble et ça lui permet d'avoir une solution supplémentaire et plus de doutes pour l'adversaire. Sachant que c'est un milieu de formation, Merlin. Tu le sens que pour moi, c'est pas un latéral. Il n'a pas le jeu du latéral moderne, pas du tout, ni les caractéristiques. Il n'a pas la pointe de vitesse, ni le duel, ni le 1 contre 1 dans le dribble. Il manque que ça, parce que s'il avait ça, il n'aurait même pas besoin du dribble, tu vois, en donnant et en se déplaçant. Bien sûr. Et il fait des très bons appels, là. C'est la réalité. Et malheureusement, il ne lui sert à rien parce qu'il n'a pas la vitesse pour s'en servir. Et il lui manque que cette vitesse. S'il avait cette vitesse, ça serait un très, très bon, mais vraiment un très bon arrière-gauche parce qu'il a une très bonne patte, il voit bien le jeu. Mais c'est malheureusement, j'ai envie de te dire, la qualité la plus importante à ce poste. Ouais, il manque un peu d'agressivité parce que je pense un peu, je regardais hier Melvin Bard, tu vois, par exemple, qui est un joueur qui est dans le profil de Merlin, que tu pourrais dire un bon pied gauche, mais très agressif et explosif. Et il va vite. Bard est plus rapide et beaucoup plus fort défensivement, mais il est sûrement moins adroit que Merlin offensivement, mais au final, il est plus rentable. Après, pour jouer à Nice, il aurait exactement le même problème que Merlin, il ne serait pas capable d'éliminer. Oui. En tout cas, Naïm, sur ce match-là, j'ai juste envie de te mettre à l'image le classement parce que, punaise, je ne sais pas, Naïm, si on l'a déjà vécu une course pour la Ligue des Champions aussi serrée. Franchement, Naïm, je te dirais que j'ai pas souvenir d'avoir vu ça sur les dernières années. Vraiment, on est sur... Autant d'équipes, franchement, moi, je m'en souviens pas, ça doit être rare. Regarde, tu te rends compte, c'est-à-dire que en termes de goal à virage, donc tout le monde se tient entre le 6e Lyon qui a 51 points, le 7e, pardon, Strasbourg, 51 points, et l'OM 2e, il y a 4 points d'écart. Alors, il reste plus que 3 matchs pour Nice et 4 pour les autres équipes.
Mais là, quand tu C'est regardes les énorme. Quelque dynamiques, part, là, c'est on énorme. s'arrête. 12 points avec un écart aussi serré, c'est énorme. Tout peut arriver encore. Et quand on regarde ces dynamiques-là, tu te dis, moi je regarde ça, je me dis, j'ai quand même peur d'une équipe surprise, tu vois. Je te dis depuis le début, je vois bien Strasbourg, finalement, avec ce qu'a fait Paris à Nice, je vois bien Strasbourg être le grand gagnant, tu vois, de l'histoire. Ouais, Strasbourg a un gros coup à jouer parce qu'ils vont vraiment jouer Paris au meilleur des moments. C'est-à-dire Eh que oui, s'il y a un moment où Paris n'aura pas envie de se faire mal et pas faire trop d'efforts, c'est le match de Strasbourg, calé entre les deux matchs d'Arsenal. Mais bon, c'est ce que j'ai répété quand on nous disait après Monaco qu'on allait finir 7e et que c'était fini pour nous. J'arrêtais pas de répéter que toutes les équipes derrière nous peuvent perdre des points et ça, il ne faut pas l'oublier. Ils ne bien sont pas sûr. Personne irréprochables. ne prendra les 12 points. Et je Personne. pense, qu'il y a, ou très peu, ou vraiment très peu parmi ces 6 équipes-là. Et Lyon l'a encore rappelé en perdant contre Saint-Etienne. Donc voilà, chaque journée vraiment a sa vérité. Et moi, ça fait 3 semaines ou 2 ou 3 semaines que je te dis, le match, c'est Brest. Le match, c'est La Brest finale. parce La que c'est finale. le match où on peut marquer les esprits. C'est la journée où on est censé perdre des points par rapport à nos concurrents. C'est nous qui avons le match le plus difficile de la journée. Bon, je n'avais pas compté Nice. Je pensais qu'ils étaient hors course. Mais Cette maintenant victoire que, nous fait maintenant du que Nice est passé, là, sur les journées de samedi et de dimanche, le match le plus difficile, c'est nous. Les autres sont censés prendre des points facilement. Voilà, ils jouent des Et Saint-Etienne, des Angers, Le Havre et Rennes. Donc, ils sont censés prendre les points. Donc là, on peut mettre un coup au moral et surtout, on peut marquer les esprits en disant que face à une bonne équipe, on peut sortir un gros match. Donc, j'espère vraiment, vraiment que là, on va sortir un gros match. On a fait ce qu'il fallait contre Montpellier au niveau du score, au niveau du résultat, au niveau des points, un peu moins dans la manière, mais ça nous a remis dans une série positive. Il faut confirmer parce que l'air de rien, si tu gagnes ce match-là, tu parles beaucoup de dynamique. Et si tu gagnes ce match-là, ça te permettra d'avoir 3 victoires en 4 matchs. Et ça, c'est une série ouais. positive. Et surtout, Naïm, il restera plus que 3 matchs. Et il restera plus de 3 matchs. Voilà, Mmh. on arrive sur Mmh. le Money Time. Avant de conclure, Naïm, ton prono? C'est dur cette fin de saison. C'est dur. J'ai vraiment envie de dire que voilà ce que j'explique depuis quelques semaines, on va le faire. J'ai dit je dis pas qu'on va le faire. À la base, je disais il faut le faire. Mais là, dans le prono, je dis il faut qu'on le fasse. Donc, je vais pronostiquer qu'on va le faire, qu'on va sortir un très gros match et qu'on va gagner 3-1 contre Brest. Ouais, j'aime bien ce type de pronostic. Moi, je t'ai dit que la dernière journée donnera le suspense attendu par tous les fans de football et je suis convaincu que c'est le Vélodrome qui sera le détenteur de la plus grande surprise. Donc, je vois bien un match nul, moi, face à Brest et un match très tendu où la tension, où j'ai très peur de la surtension, tu vois, le fait d'avoir un objectif aussi important qui a été rappelé encore cette semaine. J'ai peur de la surtension au Vélodrome, tu vois. Et je sais que Brest viendra nous embêter. En tout cas, on va espérer bien évidemment une victoire de l'Olympique de Marseille. J'espère grandement me tromper. Mais depuis un moment, je suis plus trop optimiste sur les résultats d'Aïm, malheureusement. Mais je te suis à 200 000%, mon ami El Gringo. On se retrouve très, très, très rapidement, les amis, pour l'après-match, notamment lundi, en espérant une victoire de l'Olympique de Marseille. Les gars, restez connectés, continuez à liker et partager, les amis. Ça nous fait toujours plaisir et on continuera encore et encore à vous apporter un peu ce côté décalé. Et un grand merci vraiment pour les commentaires qui sont encore extraordinaires. Même les gens qui ne sont pas d'accord avec nous. Et je crois que ça doit être quelque chose qui est unique dans l'histoire d'Internet. C'est-à-dire qu'ils sont capables d'être en désaccord avec toi, mais de l'exprimer avec du dialogue. À une époque où le dialogue n'existe plus sur les réseaux sociaux. Ben, c'est pas Twitter. Non, c'est vrai. C'est pas Twitter. En tout cas, merci à tous les amis. On se retrouve très très vite et surtout, allez, l'Olympique magnifique, les amis. Bon, on vous met pas celle de Nasser en outro mais elle est quand même vraiment trop extraordinaire. I born ultras. Oui, mais je suis né ultra, moi. Là, des hâtes. Mon sang est avec eux.